Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. L'hymne national français sur Truck Stop Québec. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit avant la pause. On va aller rejoindre un collaborateur qui, lui, est de longue date avec Truck Stop Québec depuis maintenant, quelque part comme il fête son 275e anniversaire de naissance, donc à peu près 175 avec Truck Stop Québec. Patrick Pinson, comment vas-tu? Hey, comment allez-vous, chers cousins québécois? Pat, premièrement, je veux te souhaiter une très, très, très bonne année 2024. Comme j'ai dit à tout le monde, si tu as la santé, le reste va suivre. Je sais que tu es maintenant à la retraite, donc profite de la vie, amuse-toi, puis abuse des bonnes choses. Oui, ben moi aussi, je souhaite à tous les Canadiens, les chauffeurs, les pas chauffeurs, les Français qui roulent au Canada, Ouais. et puis tout le monde, tous les auditeurs de Truck Stop Québec, l'équipe de Truck Stop Québec aussi, une très bonne année 2024, et puis comme tu dis, surtout une très bonne santé, c'est le plus important. Oui. Pat, on en a déjà parlé dans le passé, là, mais on sait qu'il y a énormément, puis j'en ai reçu durant le temps des fêtes, là, beaucoup de Français de la France qui ont comme ce rêve américain-là interne, là, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont le goût de devenir camionneurs ici en sol canadien et américain. C'est quoi ce rêve-là? C'est quoi ce désir aussi profond que de venir ici et de devenir camionneur, mettons, au Québec ou même au Canada, puis parcourir l'Amérique du Nord? D'où vient ce sentiment-là? Ben, tu sais, quand on est passionné de ce métier qu'est la route, l'Amérique du Nord reste un pays où on peut vraiment Mythique? encore faire des beaux voyages, mythiques, et puis des beaux voyages, puis des beaux camions surtout, des camions qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en Europe, Oui. des beaux paysages, des longs trajets qui durent plusieurs qui peuvent durer même peut-être plus d'une semaine, comme on ne fait plus du tout en Europe, surtout en France, quoi. Et c'est vrai que celui qui est vraiment passionné par ce métier-là, c'est encore des pays en Amérique du Nord où on peut vraiment s'exprimer et puis avoir du plaisir à partir sur des longues runs, comme on dirait au Québec. Oui. Mais est-ce que le camion, le look du camion, y est aussi pour quelque chose ou c'est plus les grands espaces? Non, c'est un tout, mais le camion, bien sûr, fait partie parce que, en plus, vous avez la chance pour des passionnés comme nous d'avoir encore des boîtes de vitesse manuelles, d'avoir encore des véhicules où on a la sensation, tu sais, on ressent la route. Quand j'écoutais Coco Cobert qui nous racontait son périple l'hiver dernier sur les routes de glace et tout, Oui. ça, c'est des choses que nous, on ne verra plus en France et en Europe parce que les routes se sont améliorées, parce qu'on ne va plus faire des longs trajets comme il y a pu y avoir dans les années 70-80 où les Européens descendaient jusqu'au fin fond du Moyen-Orient Oui. en camion. Et là, c'était de la piste, c'était des routes de montagne avec des cols enneigés. C'est un peu fini tout ça en France et puis en Europe, dans la partie ouest de l'Europe, quoi. Est-ce que tu dirais que, puis là, je le sais, dans ton cas, tu es à la retraite, mais est-ce que plus jeune, tu aurais peut-être voulu vivre ce genre de périple-là que de peut-être te séparer de ta famille, de tes amis et de venir vivre ici le rêve américain? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? Oui, bien sûr, on en a même parlé avec mon épouse avant que j'arrête la route. On se disait que c'est vrai que si on avait eu une vingtaine d'années ou même peut-être une trentaine d'années,
on aurait certainement été tenté par l'expérience, parce que en plus, c'est quand même un challenge dans la vie de partir comme ça sur un autre continent, loin de sa famille. On laisse beaucoup de choses derrière et on va vers une nouvelle vie, une nouvelle expérience professionnelle et puis des rencontres aussi. Certainement que c'est quelque chose qui nous aurait tenté, je pense. Oui, effectivement. Là, moi, j'ai une question pour toi, Pat, parce que ici, le transport, c'est 365 jours par année. Et à Noël, au jour de l'an, ben, on a des camionneurs et camionneuses qui sont sur la route. Est-ce que c'est pareil en Europe où le temps des fêtes, il n'y a pas de camionnage, tout le monde reste chez eux? Comment ça se passe pour un camionneur durant la période des fêtes? Ben, tu sais, c'est un peu... chaque pays d'Europe a un peu... il y a beaucoup de chauffeurs des pays de l'Est qui ont sans doute passé les fêtes de fin d'année loin de leur pays, parce que c'est quand même des chauffeurs qui partent plusieurs mois de chez eux sans rentrer à la maison. Oui. Et par contre, il y a beaucoup de pays comme l'Espagne, le Portugal, des pays qui sont très croyants, où pour eux, les fêtes de Noël, ça représente quelque chose c'est une fête chrétienne, donc c'est des chauffeurs qu'on ne voit pas du tout sur les routes, en général entre Noël et premier de l'an, tu vois. Et puis, en France, c'est quand même une période où on reste beaucoup à la maison. Et puis nous, on a des interdictions de rouler les jours fériés que vous n'avez pas en Amérique du Nord. Donc ça limite quand même pas mal les camions. Les seuls camions qui sont autorisés à rouler les jours fériés comme Noël et premier de l'an, ça va être soit des véhicules frigorifiques qui transportent des denrées périssables, tu vois, des véhicules qui vont livrer du carburant, tu vois, vraiment des transports bien ciblés qui ont des autorisations spéciales pour circuler ces jours-là, quoi. La nécessité de base, comme on peut dire, Voilà. là, tout ce qui est nourriture ou de l'essence, on n'a pas le choix. Si on n'a plus d'essence, on ne fonctionne plus. Là. Dans le fond, ça veut dire qu'il y a très peu de camions sur vos routes. Là, en période oui, des fêtes. c'est un peu le but, parce que c'est quand même une période en plus où il y a énormément de véhicules particuliers qui vont circuler, qui vont se rendre dans les familles pour les fêtes et tout. Donc, on limite la circulation des poids lourds. Un peu comme l'été, pendant les périodes estivales, c'est pareil, les jours de grand départ en vacances, il y a des zones ou des jours qui sont interdites à la circulation des poids lourds. Je comprends. Donc, ça veut dire que, mais ici, on ne pourrait pas faire ça parce que, je pense que les États-Unis ou le Canada tomberaient en faillite si jamais on cessait le transport pendant les périodes des fêtes. On comprend que c'est au ralenti, mais c'est pas comme chez vous où c'est seulement l'essentiel qui circule sur les routes, là, tu sais. Est-ce que l'année 2023 a été catastrophique au niveau économie dans votre industrie du camionnage? Comment ça s'est déroulé cette année-là? Oui, je pense que c'est un peu général, mais c'est vrai que surtout dans le deuxième semestre de l'année 2023, il y a eu quand même une grosse baisse de l'activité du transport, surtout dans le transport de marchandises. Ça s'est ressenti sur la France, mais aussi, je pense, sur pas mal de pays d'Europe quand même, parce que c'est la crise. Je veux dire, on a des situations qui s'aggravent. On a toujours une guerre qui se passe à deux pas de chez nous. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et est-ce que ça a beaucoup ça d'impact économique sur la France? Sur la France, peut-être pas, mais sur l'ensemble de l'Europe, de l'activité, il y a déjà une partie de l'activité en Europe de l'Est qui s'en trouve un peu ralentie, parce que l'Ukraine, c'était quand même un lieu de passage important entre plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Oui. Donc, forcément, ça a un impact. Je pense que ça a un impact. Il y a même eu des nombreux pays voisins de l'Ukraine qui ont un peu manifesté contre l'arrivée des chauffeurs ukrainiens, parce que comme c'est un pays qui est en guerre, où il y a plus d'échanges, je pense, de beaucoup de trafic de marchandises
en Ukraine. Donc il y a beaucoup de chauffeurs ukrainiens qui ont voulu aller en fait travailler dans les pays voisins. Et ça a créé un peu du mécontentement, comme des pays comme la Pologne, tout ça, où ils ont un peu manifesté parce qu'il y avait une arrivée massive de chauffeurs ukrainiens qui voulaient venir en fait travailler pour nourrir leur famille, quoi. Mais je me trompe ou la Pologne est un pays qui est un peu en compétition dans votre industrie du camionnage? Est-ce que c'est eux qui vont venir transporter à rabais ou c'est plus des conducteurs de d'autres régions? Parce que dans ma tête, je pense que c'était la région de la Pologne que j'avais déjà entendu qui venait traverser en France et qui coupait les prix, les taux là, dans l'industrie du camionnage. Alors au début, oui, la Pologne a été un des premiers pays parce que la Pologne fait partie depuis assez longtemps de la communauté européenne. Donc quand le marché du transport s'est ouvert, Oui. ils ont été dans les premiers un peu à venir faire du transport à bas coût, si tu veux. Et puis après, il y a eu d'autres pays qui sont rentrés dans la communauté européenne, des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, tous ces pays un peu de l'Europe de l'Est, mais du sud de l'Europe de l'Est, si tu veux. Oui. Et eux, ils ont été encore pires que la Pologne, hein. Ils ont fait beaucoup de mal au prix du transport, surtout en France, quoi. Et là, ils se font faire un petit peu la même médecine par des chauffeurs ukrainiens. Ben oui, c'est un peu ça le problème. Il y a d'ailleurs en ce moment une campagne qui a été lancée en France par un certain nombre de transporteurs français pour essayer de promouvoir le transport français à l'intérieur de la France. Oui. Parce qu'il suffit de circuler sur une autoroute en France et puis de voir le nombre de camions étrangers qui parcourent les routes et on voit tout de suite l'invasion de tous ces pays. En pourcentage, c'est quoi? Mettons, entre le nombre de camionneurs français puis le nombre de camionneurs européens ailleurs un peu en Europe? Alors, on ne peut pas vraiment savoir si c'est des camions qui font du transport à l'intérieur de la France ou c'est du transit, parce que la France, c'est quand même un pays de transit entre une partie de l'Europe du Sud et du Nord. Mais je pense qu'il y a plus de la moitié des véhicules lourds qui roulent en France qui ne sont pas immatriculés en France. OK. Ça veut dire que les taux sont plus bas et probablement ce qu'on appelle le cheap labor, là. Oui, voilà, ça fait baisser les taux. Et puis, c'est surtout des pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles salariales que nous, qui n'ont certainement pas les mêmes charges que nous sur les salaires. Après, au niveau de la réglementation, on est sur une réglementation des transports qui est la même pour toute l'Europe. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de la concurrence à ce niveau-là, mais c'est surtout au niveau des salaires des chauffeurs qu'il y a beaucoup d'importance, quoi. Est-ce que vos politiciens aident l'industrie du camionnage où ils se disent, c'est pas grave, on a des taux encore plus bas, puis ça favorise l'économie, puis ça favorise aussi la clientèle qui expédie par camion leur matériel à bas prix. Est-ce que les politiciens s'en mêlent ou ils ont zéro intérêt là-dedans? Tu sais, je pense que les politiciens, ils sont toujours bien un peu moqués du transport parce qu'on sait très bien que ce que ne feront pas les chauffeurs français, d'autres pays le feront. Ouais. Donc, et puis là, en ce moment, on est en train de changer de gouvernement. On a changé de Premier ministre. Ça a été notre premier cadeau de la part d'Emmanuel Macron. Il nous a sorti encore un lapin de son chapeau. Ouais, et il nous a sorti le lapin du chapeau. Là. On a un Premier ministre de 34 ans. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Bon, est-ce que c'est le poulain? Est-ce que c'est le poulain de Macron? Est-ce que... Ah oui, là, oui, c'est le pur produit du macronisme. Là. C'est sûr que... Mais les Français, en majorité, aiment Macron ou... Non, je pense que Macron, il a très bien compris que de toute façon, il n'allait pas se représenter aux prochaines élections parce qu'il a fait 2 mandats et qu'il ne peut plus faire un 3e mandat.
Donc, je pense qu'il est en train de placer des pions maintenant, vraiment des fidèles à lui, pour essayer En plus, on a une échéance européenne cette année, on a des élections européennes cette année, donc c'est un peu... Non, il n'a pas une bonne... Je pense qu'il n'aura pas une bonne image de fin de mandat les 2 dernières années qu'il va lui rester à faire. Là, ça va être difficile pour lui. Mais on jase, on va sortir un petit peu du cadre du camionnage, là, Pat. Mais est-ce qu'en France, parce que souvent, des fois, on peut regarder puis les gens disent « Ah, ben là, écoute, la France, c'est un modèle, puis tout ça. » Mais on sait pertinemment que la COVID a été probablement chez vous une espèce de guerre médias et peuple et tout ça. Est-ce que aujourd'hui c'est réglé ou est-ce qu'on essaye de vous en jaser encore de cette COVID-là, puis ce qu'on peut appeler le climat et les peurs avec le climat et il faut réduire ses émissions, il faut réduire la pollution, il faut tout réduire. Est-ce que tout est sujet à changement climatique en France? Oui, bien sûr, parce que voilà, ça fait partie aussi du géopolitique. On sait très bien que aux prochaines élections, le plus gros obstacle qu'il y aura, c'est de battre l'extrême droite, parce qu'il y a une montée quand même de la droite et de l'extrême droite en France et en Europe, qui est assez inquiétant d'ailleurs. Et forcément, l'écologie, c'est un peu un sujet auquel tous les prétendants aux prochaines élections vont essayer de se raccrocher parce que les jeunes, ils parlent beaucoup d'écologie, parce que, voilà. Et puis l'écologie, si tu veux, en France, elle a été depuis longtemps un peu étiquetée à gauche, qui est un peu l'opposé de la tendance politique qu'il y aurait un peu en France dans les prochaines années à venir. Donc forcément, celui qui va arriver à récupérer tout cet électorat-là qui est les écologistes, toute un peu la partie gauche, tu vois, des opinions françaises, forcément, ça va peser. Je pense que ça pèsera. Ça plaît à l'électorat français? Oui, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de l'électorat français qui est préoccupé par les questions écologiques. Parce que, oui, et puis on voit quand même déjà, on nous en parle beaucoup dans les médias, et puis on voit quand même qu'il y a des changements il y a des stations de ski cet hiver dans certaines parties montagneuses de la France qui n'ont pas ouvert par manque de neige. Okay. Et ça, depuis de nombreuses années, on le dit qu'il y a de moins en moins de neige, en fait. La neige ne se rend pas. Mais est-ce que... C'est quoi la relation du public français envers les médias? Parce que je sais, pour avoir capté 1 ou 2 chaînes de la France, on dirait que vous avez souvent des émissions à caractère débat. Vous faites des débats, mais ici, les débats sont un peu orientés là où ça dépend sur quel poste de télé, quelle chaîne tu vas aller, mais c'est orienté vers la gauche, vers le centre-gauche, mais on va rarement à droite. Est-ce que c'est pareil dans vos médias? Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit où tout le monde est du camp de la gauche et reste à gauche? Non, il y a une ouverture d'esprit. Il y a certaines chaînes de télé qui sont maintenant un peu étiquetées, même à droite, même plus qu'à droite. Traditionnellement, les chaînes de la télévision publique, c'est-à-dire financées par l'État, sont plutôt orientées à gauche, tu vois. Mais il y a de nombreuses chaînes maintenant d'information qui seraient un peu étiquetées à droite aussi, oui. Fait que dans le fond, vous avez des chaînes, parce que je ne connais pas les chaînes, là. Sur Internet, on réussit à en capter quand ils ne nous bloquent pas le signal. Mais, tu sais, techniquement, je me disais, il y a quelque chose de quand même assez intéressant de votre côté, c'est que quand il y a un débat, c'est que si moi, je suis du camp de la droite et que toi, tu es du camp de la gauche,
on se tirera pas trop de roches. Là, on va avoir quand même un respect. Je vais faire valoir mes idées, tu vas faire valoir les tiennes. Puis bon, les gens, les téléspectateurs feront leur idée par la suite. Mais c'est rare ici, si tu n'es pas dans le bon camp, c'est un dîner de cons. On va te mettre plein de gens qui sont contre toi, puis on a juste à laisser aller ça. C'est un peu truqué. Mais j'avais trouvé, je me rappelle pas, puis j'avais fait une recherche, puis c'était tard dans la nuit. Donc, c'était probablement en avant-midi chez vous. Et c'était une émission de débat. J'avais trouvé ça très intéressant. Au moins, il y a cette ouverture d'esprit-là. Puis, c'est quand même bien. Ici, la relation avec les médias n'est pas, disons, à son maximum. Bon, ça dépend de vos idées politiques, mais on va mettre des chroniqueurs qui vont teinter le message et qui vont parler bien plus au niveau de l'enlignement de ce poste de TV-là. Si le poste est à gauche, on va mettre beaucoup de chroniqueurs à gauche. Un de temps en temps à droite, mais pas tellement à droite. Là, il va être plus centre-gauche. C'est probablement le plus loin qu'on va aller. Puis si jamais on faisait venir quelqu'un de la droite, on va rire de lui, puis on va l'ostiner à la mort. Mais il y avait Marine Le Pen, qui, chez vous, semble vouloir essayer d'aller chercher un électorat, de ce que j'en comprends. Est-ce que Marine Le Pen est aimée de la part des Français? Marine Le Pen, elle est encore étiquetée extrême droite, donc elle a beaucoup d'opposants parce que la France reste quand même, malgré que la gauche ait plus, si tu veux, de poids dans les discussions politiques, parce que les partis de gauche se sont jamais entendus pour rester ensemble, et il y a eu beaucoup de dispersion des voix de gauche. Il y a une partie d'ailleurs de l'électorat de gauche qui allait vers Emmanuel Macron. Oui. Mais oui, Marine Le Pen, elle a de plus en plus de poids dans la scène politique. Le seul problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle porte le nom de Le Pen et qu'elle a encore l'étiquette de son père, qui est resté pendant longtemps à la tête du Front National, et puis qui a beaucoup dérapé dans ses déclarations, qui a eu des procès sur certaines déclarations qu'il a fait. Et je pense qu'aux prochaines élections présidentielles, c'est même pas sûr qu'elle se représente, parce qu'elle aussi, elle est en train de placer un pion de son côté, de son côté politique, avec un jeune qui a un peu l'âge de notre nouveau Premier ministre, tu vois, et ça va être un peu... Je pense que c'est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle Emmanuel Macron a mis Gabriel Attal à la tête du nouveau gouvernement qu'on va avoir prochainement, pour avoir quelqu'un de très jeune et qui va avoir du poids pour je pense, continuer la politique d'Emmanuel Macron pour les prochaines élections. Tu dois sûrement avoir vu, Patrick, tu connais la fougue de Marine Le Pen, et tu dois avoir certainement vu cette entrevue-là qu'elle a réalisée avec Mme Dussault. Mme Dussault est de gauche, mais profondément ancrée de gauche. J'ai quasiment le goût de te faire entendre ce bout-là qui est assez cocasse, pas tellement long, c'est peut-être une minute et demie, mais elle se défend très bien devant ce qu'on peut appeler une attaque, puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, Mme Dussault, vous allez l'entendre. Bonsoir. Dans cette entrevue télévisée, Mme Le Pen, depuis votre arrivée, vous avez suscité certaines controverses. Je vais vous faire entendre ce qui s'est passé sur nos ondes à Radio-Canada hier soir lors du Gala du cinéma. Écoutez bien. Aujourd'hui, j'étais comme très choqué. Il y a quelqu'un qui visite le Québec, qui vient de la vieille France, qui se promène à droite et à droite, à dire des choses qui ne correspondent pas à une certaine réalité. Notamment, elle critique le gouvernement du Canada et du Québec pour avoir ouvert les portes aux réfugiés syriens. Et le pire, c'est qu'elle dit
qu'elle critique ce gouvernement pour défendre la culture québécoise. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça aujourd'hui parce que la culture québécoise, elle, n'a pas besoin de ce type de défense. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Là, c'est parce que vous ne voyez peut-être pas, mais il y a une ovation debout de la part de ça. Et on revient à Marine Le Pen. Madame Le Pen, ce monsieur est cinéaste, un de nos grands cinéastes, d'origine chilienne. Il était dans l'entourage de Salvador Allende au début des années 70, avant que le Canada devienne son pays d'accueil. Au fond, il vous dit de vous mêler de vos affaires, que vous êtes venu donner des leçons aux Canadiens, puis vous vous faites dire, bon, on n'a pas besoin de vos leçons, alors Madame Le Pen. d'abord, ce monsieur n'a probablement pas écouté ce que j'ai dit, mais ça, c'est assez traditionnel. C'est un fait commun que les acteurs, les cinéastes, les chanteurs se mêlent de politique. Mais ce que ce monsieur oublie... Ils ont le droit de le faire. Oui, bien sûr, ils ont le droit de le faire. Mais ce que ce monsieur oublie, c'est qu'il y a un concept auquel je crois nous sommes tous attachés, ça s'appelle la démocratie. Ouais. Et la démocratie, ça consiste aussi à entendre ceux qui sont en désaccord avec vous, figurez-vous. C'est merveilleux comme concept, pour peu qu'on le respecte. Moi, voyez-vous, ça ne me dérange absolument pas que tout un chacun puisse avoir des positions divergentes des miennes. Mais je trouve un peu étonnant qu'on m'interdise d'aborder un certain nombre de sujets ou que l'évocation, il n'y a aucune interdiction, de ces sujets entraîne une forme d'hystérie en retour. Je m'en étonne. Pourquoi ? Parce que je pense que dans une démocratie mature, eh bien, chacun peut débattre, être d'accord ou être en désaccord. Alors, nous sommes immatures. Nous sommes dans une démocratie immature. Vous qui dites, par exemple, qu'avoir 25 000 réfugiés syriens, c'est une folie, oui, que notre classe politique... C'est une idée politique, oui. Ouais, c'est ma conviction politique. Alors, vous avez pu dire tout ce que vous avez voulu dire depuis que vous êtes là, et les gens vous répondent. Et vous dites qu'elle ne sait pas, c'est pas démocratique de vous répondre. Ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression que je dis je suis contre l'immigration. On a le droit de dire ça ? Ou on n'a pas le droit. Parce que si on n'a pas le droit, il faut le dire tout de suite. Il faut dire, si vous dites que vous êtes contre l'immigration, on va vous insulter, vous traiter de raciste, de xénophobe, de replier sur vous-même, de fasciste, de je ne sais quoi. Il faut le dire. Est-ce qu'on a le droit de dire « Moi, je suis contre le communautarisme ». Est-ce que ce message-là passe bien en Europe, Pat? On a eu, à la fin du mois de décembre, on a eu des nouvelles lois sur l'immigration qui ont été votées. Et ça a été tout le débat, ça a été de dire, voilà, l'immigration, ça a toujours été la parole de l'extrême droite pour dire qu'il faut fermer les portes à l'immigration en Europe. Et puis, le gouvernement a essayé un peu, si tu veux, d'aller ratisser un peu justement de ce côté-là de la droite en essayant de changer un peu les règles de la loi sur l'immigration en France. Ouais. Et ça a apporté énormément de débats, et puis de débats assez enflammés des fois, parce que dès qu'on touche aux valeurs de la République, comme on la connaît nous en France, avec l'ouverture de notre pays justement à tout ce qui était au mélange, à la porte ouverte, tu sais que la France a toujours été un pays d'accueil en Europe, et donc forcément maintenant avec les flux migratoires qui a, la donne qui a changé, beaucoup de pays en guerre au Moyen-Orient, tout ça, même en Afrique, les gens, forcément, ils veulent prétendre à un avenir peut-être meilleur en quittant leur pays, puis en essayant d'aller travailler dans un pays où c'est plus stable. Et forcément, ça fait beaucoup de monde qui arrive, et forcément, les opinions de l'extrême droite vont aller à l'encontre des opinions de la gauche, et puis ça crée des débats, et puis voilà, quoi, c'est comme ça. C'est là qu'on en est rendu. Pat, va falloir faire une pause, mais là, je regarde, et tu m'avais fait une demande spéciale, toi, un peu plus tôt, fait que je vais essayer de te trouver, peut-être une toune qui ressemble peut-être à ce que tu es. Le titre, c'est « Boire du rhum ». Fait que on fait une courte pause et on revient de l'autre côté de la pause. Bouge pas.
Les premières paroles de Patrick Pinson de la France, le chanteur dit « ben chaud d'ail ». Est-ce que tu sais c'est quoi « ben chaud d'ail » ? Non. Ah ben, on va t'apprendre quelque chose aujourd'hui, Pat. Oui. Parce que ici, quand on dépasse la limite de boisson, d'alcool, puis qu'on fête beaucoup, on devient sous. Mais l'expression ben chaud d'ail et que tu étais, mettons, ben sous. C'est à peu près ça que je pourrais l'expliquer là, du mieux que je peux. Là. Nous, on dirait plutôt il est rond comme une queue de pelle. Comment? Il est rond comme une queue de pelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est donc bien cool. Hey, Pat, parce que durant la pause, j'ai retrouvé la vidéo originale que je voulais te montrer où Marine Le Pen, puis là, je le sais, il y a des Français qui détestent Marine Le Pen, il y a des Français qui adorent Marine Le Pen, peu importe. Et ici, ben, elle a reviré en queue de pelle. C'est comment tu as dit ça déjà? Hein? Elle est ronde comme une queue de pelle. Bon, elle a rendu ronde comme une queue de pelle l'animatrice de l'émission 24-60. Je te fais entendre ça ici sur Truck Stop Québec. On va y aller dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Par conséquent, ne soyez pas étonnés de trouver cela dans ce programme. C'est tout à fait légitime et naturel. Alors, il peut être légitime et naturel pour des personnes de s'interroger sur le caractère discriminatoire ou le caractère raciste de cette politique. Non? C'est pas légitime de poser des questions là-dessus? Madame, quel racisme? Expliquez-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Quel est le racisme dans cette politique? Je pose la question. Non, mais je vous ai répondu. Ouais. Mais vous continuez à me parler de racisme. Ouais. Quel racisme y a-t-il dans cette politique? Alors, quel est le racisme? Là, je n'arrive même pas à comprendre. Très bien. Alors, la question de l'immigration est... je vous citais votre nièce Marion, qui citait votre père, en fait, qui disait que c'est grâce à votre père que ce discours-là, dans le fond, donne un grand succès au Front national. Et est-ce que vous croyez que c'est ce filon-là, au fond, qui a le socle de votre politique qui va vous permettre de continuer d'avancer? Mais non, madame. Dans les années 70, le grand patronat français a fait appel à l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Ils cherchaient de la main-d'œuvre à bas coût. Bon. Ils ont organisé donc l'immigration et à l'issue de cette immigration de travail, ils ont mis en œuvre le regroupement familial. Ceci a entraîné la modification de cette immigration de travail en immigration d'installation. Depuis, la France a accueilli des millions d'immigrés sur son territoire. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Nous n'avons absolument plus les moyens d'accueillir quiconque. Or, le système de protection sociale français fait que lorsque quelqu'un arrive sur le territoire national, il est pris en charge. Il est soigné gratuitement, ses enfants sont éduqués, enfin gratuitement, il y a bien quelqu'un qui paye, évidemment. Ce sont les compatriotes français. Ils sont logés dans des logements sociaux et par conséquent, il est, moi je crois, de bon sens de dire, on ne peut plus mener cette politique. Elle nous ruine, car nous ne pouvons pas attirer des personnes indéfiniment qui n'ont pas d'emploi, qui n'en trouveront pas, puisque nous sommes victimes d'un chômage de masse. Je ne vois pas, encore une fois, ce qu'il peut y avoir de raciste dans cette proposition. Une forme d'intolérance ou d'exclusion, est-ce que ça ne nourrit pas Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'air de débiter comme ça une série de mots sans chercher même à savoir s'ils correspondent à la moindre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les immigrants qui sont chez vous et qui ne trouveraient pas d'emploi, qui ne pourraient pas avoir du travail pendant un an, pour toutes sortes de raisons économiques, se verraient peut-être incités à repartir chez eux, à quitter le pays. Mais dites-moi, madame, aux États-Unis, si moi je vais aux États-Unis, il faut d'abord une carte pour avoir l'autorisation de travailler. À l'expiration de cette carte, ou si je ne trouve pas d'emploi, est-ce que vous croyez que les Américains subviennent à mes besoins? Sûrement pas. Et à l'expiration de ma carte, on me renvoie dans mon pays. La plupart des pays, très objectivement, mettent en œuvre ce qui apparaît comme une politique rationnelle, une politique sage, une politique de bon sens. Je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas la mettre en œuvre. Fait que tu vois, Pat, que ici, même les animatrices font en sorte nous devons nous méfier de mettre en boîte, disons, les invités qui n'adhèrent pas aux mêmes politiques ou aux mêmes idéaux. Puis là, qu'on peut être pour, on peut être contre, on voit que l'entrevue se dessine vers un procès plutôt qu'une discussion.
sais, on pourrait être totalement en oui. désaccord, toi puis moi, aujourd'hui, Oui, mais oui, jamais mais je c'est vais ce que je te- organiser ça pour que ce soit un procès contre toi. Là. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle est victime de l'image de son père. Oui. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui la reçoivent et qui l'attaquent là-dessus. Et c'est pas bien parce que le temps qu'on passe à disculper une personne, on ne passe pas à la laisser s'exprimer pour savoir vraiment les opinions réelles de la personne qui s'exprime. Oui. Je veux dire, si on l'avait Ben laissé ça, c'est de vraiment contrôler s'exprimer- l'information, selon moi, là, dans le sens où si on contrôle l'information, on bloque tout ce qu'elle pourrait dire qui pourrait l'avantager. On rend l'entrevue, on met la personne sur la défensive tout le temps, ce qui fait que le ou la téléspectateur fait en sorte de dire « Mon Dieu, elle est donc bien pas correcte, la madame. » Puis au lieu Non, parce que ça, au contraire, moi je pense que les gens qui vont adhérer à ces idées-là vont être encore plus galvanisés par le fait que on est toujours sur l'attaque à la personne, alors qu'il faudrait plutôt débattre des idées. Je veux dire, on peut avoir des idées contraires et puis avoir une opinion, ça n'empêche pas, quoi. Oui, effectivement. Pat, je sais qu'il y a un sujet que j'ai vu durant le temps des fêtes et qui a aussi fait parler de ce côté ici de l'océan. Et ça risque de nous toucher dans le sens où peut-être que nos salaires sont probablement et de beaucoup plus élevés dans l'industrie du camionnage. Premièrement, un camionneur en Europe, en moyenne, mettons en France, peut gagner à peu près combien, soit par semaine, soit par... Parce que je pense que vous êtes payé au mois chez vous. Combien de salaire un camionneur normal, qui fait les heures normales, fait soit annuellement, soit mensuellement, soit par semaine? C'est quoi un salaire normal chez vous? Alors, un salaire normal en France d'un chauffeur routier comme moi avant que j'arrête, Oui. tu comptes à peu près. Alors, il faut bien voir qu'en France, il ne faut pas confondre le salaire et la somme totale que tu as touchée à la fin du mois, parce que en plus du salaire, il y a des frais de déplacement. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de frais de déplacement chaque mois par rapport au salaire. Donc, un chauffeur français qui va faire une moyenne d'heures, les contrats d'heures de transport sont entre 190, on va dire, et 210 ou 220 heures par mois. OK. Ça, c'est la base légale dans le transport. C'est un chauffeur qui va gagner entre 1700 et 2000, allez, 2000 voire 2200 euros net de salaire. En plus de ça, il y a des frais de route, parce que la Convention des transports en France oblige les patrons à verser des frais de déplacement pour un chauffeur qui part à la semaine, par exemple. Il va toucher à peu près chaque jour, il va toucher dans les 60 euros de frais de déplacement. Fait que C'est-à-dire, s'il on compte, fait, mettons, 200 jours fois 60, ça ferait 1200 euros de plus par mois. voilà, ça fait à peu près, on va arrondir autour de 1000 euros. Donc, ça fait un chauffeur qui va gagner entre 2007 et 3000, allez, 3002, 3003 euros par Bon, mois. Il y en a qui font 3200 plus, mais- euros par mois, ça fait 4697 dollars canadiens. OK? Bah, par mois. Ça veut dire à peu près... Puis ça, c'est net d'impôts ou il faut payer de l'impôt Non. là-dessus? Ça, il faut. Alors, maintenant, non, ça, il faut payer de l'impôt là-dessus. Donc, est-ce qu'on parle d'un 20 d'impôt retiré de ce montant-là ou plus? Il n'y a pas de règle précise parce qu'en fait, l'imposition en France, c'est sur les ménages. Donc, si c'est un ménage avec le mari et la femme qui travaillent tous les deux, Oui. ils vont payer beaucoup plus d'impôts que quelqu'un qui... moi, quand je roulais, je ne payais pas d'impôts parce que mon épouse ne travaille pas. Je suis le seul salaire dans le foyer. Je ne payais pas d'impôts sur le revenu. Fait que sur le 3200 euros, 4697 dollars canadiens, toi, c'était déposé comme directement, ça t'appartenait. Là. Et à la fin de l'année, ben, il y avait un calcul qui se faisait, soit que tu en redonnais ou que tu en recevais. Là. C'est ça? Voilà. Et par contre, là,
toutes les déductions sociales sont déjà faites là. C'est-à-dire qu'on a payé l'assurance maladie, on a payé l'assurance décès invalidité, la retraite, les assurances chômage, tu vois. Toutes les cotisations sociales sont déduites là. On dit que vous êtes des sous-payés. Les syndicats disent ça en Europe, que le salaire et le métier de camionneur, vous n'obtenez pas ce que vous devriez avoir en termes de salaire. Est-ce que c'est bien payé, 3 200 euros, versus peut-être un autre salaire de professionnel? Je ne sais pas, moi, on pourrait peut-être se comparer avec un électricien, avec quelqu'un, tu sais, qui a une classe professionnelle équivalente à chauffeur de truck, puis là, arrêtez de me dire que, bon, mais ça prend pas de grosses études pour aller conduire un truck, mais ça prend quand même de la bonne volonté, puis quelqu'un de dévoué pour aller faire beaucoup d'heures derrière le volant, là. Oui, et puis ce qu'il faut regarder, c'est qu'un chauffeur routier, il est payé sur une base, je t'ai dit, aux alentours de 200 heures par mois, alors que certaines professions qui sont encore aux 35 heures ne sont pas sur 200 heures par mois. Ils sont payés sur beaucoup moins d'heures par mois. Donc, les taux horaires sont beaucoup plus importants. Nous, on est sur un taux horaire qui avoisine à peu près les 12,50 € de l'heure. C'est très peu par rapport à certaines professions où il y a certaines professions où ils sont payés plus de 20 € de l'heure. Donc, nous, en fait, on fait des bons salaires parce qu'on a des frais de déplacement qui sont importants et parce qu'on nous permet de travailler aux alentours de 200 heures par mois. Mais ce n'est pas ça la base. La base qu'il faut voir, c'est le taux horaire. Je ne vois pas pourquoi certaines professions auraient un taux horaire beaucoup plus élevé et que le transport, lui, il devrait se contenter d'un taux horaire de 12,50 € de l'heure. Puis on sait que les taux de camionnage ont augmenté, peut-être moins dans le dernier trimestre de 2023, mais durant la pandémie, là, ici, les taux de camionnage là, ont bondi de façon spectaculaire. Est-ce que c'était pareil en Europe? Est-ce que les compagnies de transport pouvaient facturer ce que ça valait en termes de camionnage durant la pandémie? Oui, il y a eu des augmentations de salaire, mais honnêtement, si le transport était si bien payé que ça, tous les pays ne chercheraient pas des chauffeurs en masse et ça attirerait beaucoup plus de monde. La réalité, elle est là, en fait. Si personne ne veut plus faire ce métier-là, c'est parce que c'est mal payé. Ouais. Parce que les conditions de travail, on ne peut pas dire qu'on est, par rapport au transport il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on ne peut pas dire que les conditions de travail sont moins bonnes qu'avant. Le matériel est mieux, les routes sont mieux, et je veux dire, Mais la réglementation est bien plus présente aussi. La réglementation est bien plus présente, qui était faite pour nous protéger, sauf que maintenant, elle est tellement contraignante qu'elle ne protège plus. On a moins de plaisir. Voilà. J'ai calculé, Patrick, à 220 heures par mois. Je l'ai pris sur 3 200 €, les frais de déplacement plus le salaire. Vous avez l'équivalent de 14,54 € de l'heure pour 220 heures, à condition que tu fasses 220 heures. Oui, mais ça, 220 heures par mois, c'est très rare. La moyenne nationale, c'est aux alentours de 200 heures. Oui, c'est ça. Pour les auditeurs ici du Québec, c'est 21,33 $ de l'heure. Là, Pat, est-ce que vous retirez des sous quand vous faites dodo dans le camion? C'est-à-dire, si tu couches 8 heures dans le camion, est-ce que tu as une paye pour tes 8 heures ou pas du tout? Oui, ça fait partie des frais de déplacement, c'est-à-dire qu'on a une indemnité de nuit qui vient s'ajouter aux indemnités de repas qui sont prévues pour le repas du midi et le repas le soir, plus une indemnité de nuit qui doit aller aux alentours entre 30 et 40 € par nuit passée dans le camion à peu près. OK. Parce que, bon, on sait ici que c'est un débat en Amérique du Nord de savoir, et je sais qu'il y a des gens au niveau américain qui ont été devant la cour pour obtenir gain de cause qu'un camionneur qui dort dans son camion devrait recevoir une indemnité après un nombre d'heures X
et devrait recevoir des sous pour ça. Et bon, je sais que les entreprises de camionnage ici, pas mal sûr qu'ils diraient oui, on va vous le payer, mais c'est le client, l'autre bout, qui gère tout le temps ça, hein, qui dit oh non, moi, je ne te payerai pas ce que ça vaut le transport, je vais avoir ça à moitié prix, puis je ne veux pas payer moi, que ton chauffeur il dorme, je n'ai pas à payer pour ça, puis fait que, tu sais, puis il faut comprendre les entreprises, là. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah, les entreprises, ils mettent tout dans leur poche. S'ils pouvaient vous le donner, là, ça serait bien plus simple pour elles. Pourquoi? Parce qu'elle l'aurait d'un bord, elle ferait quelques sous là-dessus, puis elle vous en donnerait aussi. Mais c'est pas le cas actuellement, tu sais. Puis je suis en train de regarder, là, on nous montre à la télévision que les régions du sud de la France sont dans la neige actuellement. Oui, il a neigé dans l'Hérault. Alors l'Hérault, c'est vraiment le sud de la France parce que c'est au bord de la mer Méditerranée. Ouais. Et c'est une région où c'est très rare où il y a des précipitations de neige importantes comme ça. Bien, on peut-tu dire que c'est un 3-4 cm? Ah non, dans l'Hérault, il est tombé 30 ou 40 centimètres. Là. Ah, OK. Il y a eu vraiment des régions d'importantes chutes de neige. OK. Bien, quand même. Mais tout ça pour dire, Pat, que, tu sais, le camionnage, je pense qu'il est similaire d'un côté comme de l'autre. On est... Je pense qu'on est le métier où on est le plus mal placé, dans le sens où c'est souvent le client qui va dicter la marche à suivre, les taux, et qui va gérer un peu la partie Puis l'entreprise de transport, bien, elle a le paiement du camion, elle a le chauffeur, elle a des responsabilités, des charges sociales. Là, ben, t'es toujours entre deux. Puis, tu sais, un gestionnaire d'entreprise de transport, s'il fait beaucoup de sous d'un côté, il en donne beaucoup de l'autre, là. Il ne garde pas tout dans ses poches parce qu'il y a une pénurie de camionneurs, il y a une pénurie de bons camionneurs aussi. Ce qui fait que quand lui est capable de vous en donner pour garder, disons, la crème de la crème, bien, il va le faire. Mais actuellement, puis surtout en janvier comme ça, puis je ne sais pas si c'est pareil en Europe, les taux sont ridiculement bas. Il faut se battre même contre nos propres collègues dans l'industrie qui vont charger moins cher parce qu'eux autres vont devoir faire rouler, en tout cas, où il y a plus d'obligations de faire rouler les camions. Puis tout le monde essaye de tirer leur épingle du jeu là-dessus. Moi, tu sais, les gestionnaires d'entreprise, là, qui ont mis leur tête sur la bûche, là, puis qui continuent de la mettre, là, ils ont vraiment là, toute mon admiration parce qu'il y a un stress quotidien. Tu sais, tu te lèves un matin, là c'est pas pire, on est jeudi soir, mais tu te lèves un matin, là, comme demain matin, vendredi, puis tu te dis, OK, là, ouais, j'ai la paye qui est passée, j'ai pas tout à fait assez de voyages pour faire décoller mon monde en fin de semaine, puis les voyages que j'ai, ils sont pas assez rentables pour que je dise que tout le monde, on fait tout bien de l'argent. Fait qu'il faut saluer le travail de ces gestionnaires-là. Puis le courage aussi, parce qu'il doit y avoir des journées où tu te lèves et tu te dis misère, j'ai pas le goût d'y aller pantoute aujourd'hui, là. Mais il faut le faire. Tu sais, quand on choisit d'être gestionnaire, bon, on choisit aussi. Puis même les camionneurs, tu sais, il faut saluer aussi ces gars et ces filles-là, parce que ils pourraient dire on va laisser virer le truck toute la nuit, on va dépenser du fuel. Mais non, on essaye de faire des économies, puis on essaye de travailler pour que l'entreprise soit rentable. Quand l'entreprise est rentable, vos payes sont plus hautes. Bien, c'est un peu ça. Puis dans le transport, on se bat tout le temps. Le client, s'il peut sauver 3 cents, il va le faire. Puis il y en a d'autres qui vont dire OK, mais je vais te le donner, je vais te donner plus de sous. Je ne sais pas, tu sais, mais techniquement, je pense que 2024, ça va être une année rocambolesque au début, puis je pense que ça va finir par se replacer. Est-ce qu'on va aller vers le plein emploi dans notre industrie? Je ne sais pas, tu sais, j'ai pas de boule de cristal, mais j'aimerais tellement ça qu'un jour, puis autant de votre côté en France, Patrick, j'aimerais que les taux représentent ce que ça vaut vraiment le paiement d'un truck, un bon salaire, puis qu'il n'y ait pas de motif pour essayer de couper les prix partout. On peut descendre un prix, c'est correct, c'est de la négociation, mais on ne peut pas couper
un prix puis de toujours essayer de satisfaire le client. À un moment donné, là, ça devient assez pénible de travailler de même. Puis je pense qu'il y a peut-être encore trop de camions sur les routes. C'est peut-être de même, il faut le voir. Là. Ben oui, certainement, mais tu sais, tant qu'on restera sur le principe de dire le transport est le maillon faible de l'économie d'un pays, comme ça a toujours été, on a toujours considéré le transport comme une partie à part où, je veux dire, il n'y avait pas d'intérêt à prendre en considération ce maillon-là. On restera sur ce problème-là. Moi aussi, j'aimerais tant que le transport soit vraiment valorisé à sa juste valeur. Quand un chauffeur part toute la semaine loin de chez lui sur la route, ben, ça devrait avoir un coût, ça devrait être pris en compte dans l'économie, ça devrait être pris en compte dans le prix du produit. Oui. Et ce n'est pas le cas. Et je pense que ce ne sera encore pas le cas cette année et dans les années à venir. Tu sais, moi, j'ai connu une période où les prix du transport étaient réglementés. Il y avait ce qu'on appelait en France la TRO, une tarification routière obligatoire, c'est-à-dire qu'il y avait des tarifs pour tel type de transport, pour tel produit, qui étaient bien définis, et chaque prix du transport était calculé selon le nombre de kilomètres, la nature de la marchandise, et c'était... Ben, est-ce que c'était mieux? J'en sais rien, mais au moins, tout le monde travaillait sur la même base. Oui, effectivement. Puis, ça serait normal que notre industrie vive d'excellents profits et de salaires plus avantageux, autant comme, du côté de l'Europe, on critique les salaires donnés aux camionneurs qui sont trop bas selon les syndicats et les associations X, mais quand même, moi, je pense que tout le monde aurait intérêt, puis d'avoir peut-être une meilleure image pour les jeunes qui veulent venir dans notre industrie, parce qu'il y en a des jeunes qui aimeraient probablement ça, devenir camionneurs ou routiers, mais quand ils voient des fois les salaires avec le nombre d'heures à y consacrer, ils disent « Ah, c'est peut-être moins fait pour moi. » Puis de consacrer une partie de ta vie derrière le volant versus voir ta famille, côtoyer tes proches et tout ça, bien, il y a quelque chose à payer pour ça. Puis on a eu la déréglementation ici. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il pourrait avoir un genre de... Je ne sais pas. Un équilibre, à un moment donné, entre ce que le client est capable de casser comme prix et la réalité. Je ne sais pas. Il pourrait peut-être avoir quelque chose comme ça éventuellement. Et oui, c'est ça. Tout Pat, à fait ça. Merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te jaser. On a quoi? On doit avoir... c'est quoi la ville que tu es actuellement? Alors moi, j'habite à Liordre, un tout petit pays Ça s'appelle comment? du Massif central. Liandre? Liordre. Et t'appelles ça? Oui. L-I-O-U-R-D-R-E-S. Tabarnouche. Liordre. Ouais. Une belle petite église, en tout cas, sur... mettons, si je demande un itinéraire à partir de Plessisville, du studio de... C'est tout droit, tout drette. Tout drette. Oui, t'as pogné l'accent québécois, j'aime ça. Et là, je ne sais pas, je peux même pas le mettre, mettons, à vol d'oiseau, mais on est à peu près égal au niveau... Oui, on est sur le 45e parallèle, nous. Bon, mais t'as pas de neige chez vous. Non, il n'y en a pas loin, mais parce que je suis pas loin des montagnes du Massif central, mais ici, non, il n'y en a pas. D'après moi, on doit avoir quoi, quelque part comme 7-8 000 kilomètres entre nos deux? À peu près, oui. Je ne sais pas si on passe par satellite, on passe par un câble dans l'Atlantique, où ça fait le tour du monde par 56 000 réseaux, mais quand même, il y a zéro délai. Moi, ça je tripe. C'est le miracle de la technologie, ça. Oui, effectivement. Patrick Pinson, merci beaucoup de ta participation. Puis, on va se reparler de même tout au long de l'année. Puis, lâche pas. Puis, bonne retraite encore une fois. Eh bien, merci, pas de souci. Je suis toujours disponible pour vous. C'est un réel plaisir. Lâche pas, puis bonne année à toi et tes proches. Bye-bye. Bye-bye. Merci d'avoir été de Truck Stop. On se reparle lundi à 16h avec l'inimitable Yannick Marceau ici sur Truck Stop Québec.
Et il y aura, à partir de demain, en tout cas, j'attends parce que Jason a eu une bad luck, mais on souhaite que demain, il y aura un show de radio, un podcast de Truck On sur Truck Stop Québec. Sinon, le Jukebox va choisir dans les vieilles émissions, les vieux podcasts de Jason, puis il va pouvoir vous diffuser ça. Merci d'avoir été là. Bye-bye. Merci, Mathis. Et bon week-end à tous. Bye-bye.